Mesdames, Messieurs, merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Point de presse du garde des Sceaux, ministre de la Justice ce jeudi, Maître Joseph Tchokbenou, accompagné de son homologue de l'Intérieur et du procureur de la République, a expliqué les mesures répressives et préventives prises par le gouvernement inhérentes à la recrudescence de la vindicte populaire. À suivre également dans cette édition le point de la séance de municipalité du mois de juillet tenue dans la commune d'Abomey-Calavi. Et puis hors du continent, aux Philippines, le nouveau président de la République a prêté serment ce jeudi. Rodrigo Duterte promet que son mandat sera un voyage mouvementé. Bienvenue à toutes et à tous. Le budget national, les attributions, organisations et mouvements et fonctionnement des ministères, la recrudescence de la vindicte populaire sont les principaux sujets au menu du rendez-vous hebdomadaire du gouvernement en présence du chef de l'État. En voici un extrait. Les projets de décret portant attribution, organisation et fonctionnement des 4 ministères suivants. Le ministère des Enseignements maternels et primaires, le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Conseil vient ainsi de boucler l'examen et l'adoption des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des 20 ministères. Le ministre de la Justice et de la Législation et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont présenté une communication conjointe sur les mesures envisagées pour réprimer les actes de vindicte populaire qu'on observe ici ou là. Le gouvernement saisit cette malheureuse occasion pour rappeler le respect de l'article 8 de la Constitution de notre pays qui dispose « La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. » Au-delà de ce rappel, notre pays doit respecter les engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits humains. En conséquence, le gouvernement réprouve fermement ces exactions et la justice expéditive qui viole le principe du respect des droits de l'homme. Et c'est pourquoi, pour décourager de tels actes, qui sont des actes ignobles, le Conseil a instruit les ministres de la Justice, de la Sécurité publique et de la Défense au fin de faire procéder avec diligence à des enquêtes sur tous les cas de vindicte populaire survenus et non prescrits, d'appréhender et de poursuivre les auteurs, les co-auteurs et les complices. Par ailleurs, le Conseil des ministres appelle à la retenue les animateurs de réseaux sociaux et les spécialistes de reproduction photographique ou en photomontage de scènes d'horreur. Rien n'a été tranché au Bénin, qui reste fondamentalement un pays accueillant et de paix. Le ministre de l'Économie numérique et de la Communication fera prendre les dispositions pour faciliter l'accès aux organes de presse afin que des actions de sensibilisation permanente des populations soient engagées. À l'issue de ce conseil, quelques nominations ont été prononcées.
Et justement, face à la recrudescence de la vindicte populaire sur toute l'étendue du territoire national ces dernières semaines, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et son homologue de la Sécurité publique, accompagné du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, étaient ce jeudi face à la presse. Ils ont expliqué les mesures que le gouvernement envisage prendre pour mettre fin à la vengeance collective observée depuis peu. On les écoute au micro de Moria Goua et Fréjus Fiossi. Le gouvernement a réagi au phénomène de vindicte populaire qui s'observe depuis peu au Bénin. Ainsi, les ministres Joseph Djogbenou de la Justice et Saka Lafia de l'Intérieur et de la Sécurité publique, accompagnés du procureur de la République, ont expliqué à la presse la gravité de ces actes orchestrés par la population qui tendent à instaurer une culture de la barbarie. Que la mise à mort soit théâtralisée, soit filmée, soit diffusée, soit commentée, l'État ne peut être impuissant. Nous sommes engagés au plan international, au travers de conventions, de traités. Nous sommes engagés au plan communautaire. Et de ce point de vue, l'État et le gouvernement envisagent d'appliquer la loi. Ainsi, des mesures sont prises par le gouvernement pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. Joseph Djogbenou et Saka Lafia expliquent. La première mesure, c'est d'élever le niveau d'alerte et le niveau de moyens auprès de nos unités de gendarmerie et de police, auprès de nos parquets d'instance, les parquets généraux, afin que à la fois la police, à la fois la sécurité et la justice conjuguent leurs efforts pour rechercher les auteurs, pour les présenter devant les juridictions. La police a été instruite pour d'abord sauver le présumé voleur ou délinquant. Ensuite, par les photos, par l'usage des moyens à sa disposition, la police doit pouvoir identifier ceux qui posent ces actes, ces personnes, que ce soit des curieux, que ce soit des passants, que ce soit les auteurs qui se trouveraient sur les lieux de cet acte-là, sans pouvoir agir contre, seront sanctionnés le plus durement possible. Pour le procureur de la République, cette façon de punir des personnes soupçonnées de vol par vindicte populaire pose un problème à la justice. Celui qui punit, soi-disant un suspect d'infraction, et lui inflige la peine de mort, le punit pour une infraction qui n'a même pas été prouvée. En prétendant punir une infraction, qui le plus souvent, je le dis encore, est l'infraction de vol, il commet une infraction plus grave qui, en fait, au-delà du terme vindicte populaire qu'on appelle, constitue l'un des plus graves du code pénal, à savoir le meurtre ou l'assassinat. Le garde des Sceaux en appelle donc à la conscience de chacun. Nous devrons tous faire en sorte de retenir le degré d'animalité en chacun de nous et de faire en sorte que véritablement, en sus de l'être, nous soyons de vrais humains. Pour finir, Joseph Djogbenou invite la population à réduire l'exposition au délire ou à la provocation au délire à travers la circulation de l'argent qui élève la tentation et qui conduit à des pertes en vies humaines. Et puis, l'Association des journalistes et communicateurs scientifiques du Bénin a procédé ce jeudi au lancement de la plateforme pour la protection et la sécurité des journalistes au Bénin et en Afrique. La cérémonie a eu lieu à la Maison des médias Thomas Méançon de Cotonou. C'est un reportage de Corneille Aïssé et Fréjus Fiossi. www.sécuritémédia.net, c'est l'adresse web à saisir désormais pour accéder à la plateforme pour la protection et la sécurité des journalistes au Bénin et en Afrique. C'est une initiative de l'Association des journalistes et communicateurs scientifiques du Bénin, appuyée par Ostiwa, l'ODEM, l'UPMB, l'ARAC, et dont l'objectif est de faire la promotion de la sécurité des journalistes au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, des journalistes ont été bastonnés dans ce pays, mais il y a beaucoup de journalistes, quand vous les questionnez aujourd'hui, ils ne savent pas peut-être qu'il y a un journaliste qui a été tabassé ci et là.
Donc, c'est juste une plateforme pour permettre aux journalistes d'échanger entre eux, de partager des informations relatives aux médias, surtout en matière de sécurité. Le site offre aux journalistes la possibilité de se retrouver en forum pour échanger sur des questions liées à leur sécurité, leur permet aussi d'avoir accès aux ressources et outils pour mieux maîtriser le cadre juridique et institutionnel des médias dans notre pays. La partie essentielle repose sur les alertes, conçues pour signaler des cas d'insécurité dont les journalistes sont victimes dans notre pays. La plateforme ainsi présentée dans son fonctionnement est donc un véritable outil de développement des médias au Bénin, raison pour laquelle les responsables d'associations de professionnels des médias appellent à soutenir ces initiateurs. Je voudrais exprimer ma joie de constater ce que je vois ce soir. Parce que dans la presse béninoise, il y a des pionniers. Des pionniers qui excellent dans des spécialités précises. Et je crois que nous devons féliciter ceux-là, les encourager. C'est très important parce que nous évoluons dans un métier totalement d'insécurité. Et quand on parle d'insécurité dans la presse, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement par rapport aux conditions de travail sur le terrain, sur les lieux de reportage, mais c'est également par rapport aux conditions de vie dans l'entreprise. Il y a déjà insécurité dans nos entreprises de presse. La méconnaissance des tests nous font courir des risques à des citoyens béninois. À partir de cet instant, il nous faut venir ici pour nous abreuver du contenu des tests qui nous concernent nous-mêmes. Et si on fait les vrais débats sur ceci, je pense que ce serait utile pour nous. De façon à ce que n'importe quel journaliste que vous retrouvez en situation d'insécurité, même dans son propre organe, il faut faire l'alerte ici. Le directeur des médias, qui a eu l'honneur de lancer officiellement cette plateforme, a invité les journalistes à véritablement participer à son animation pour qu'elle soit un véritable outil au développement de la presse béninoise. Je voudrais donc vous dire encore le soutien de la Direction générale des médias et au-delà du ministère de la ministre de l'économie numérique et de la communication. Et souhaiter évidemment à la fin que nous puissions être plus nombreux à visiter le site, mais à l'animer surtout et à le promouvoir. Peut-être devrions-nous être nombreux avec les associations à parler à nos autres collègues des autres médias pour parler de l'initiative. Les journalistes béninois sont donc tous invités à animer quotidiennement cette plateforme. Rendons-nous à présent dans la commune d'Abomey-Calavi. Le conseil communal de cette commune au complet s'est réuni ce jeudi au siège de l'arrondissement de Togba dans le cadre de la tenue des séances de municipalité du mois de juillet 2016. Une rencontre qui a permis à la première autorité de cette commune de savoir les difficultés que rencontrent les élus locaux, chefs d'arrondissement dans l'exercice de leurs fonctions. Antoinette Sago et Denis Maroya pour le point. Mieux se rendre compte des peines des populations à la base, c'est la motivation de la délocalisation de la séance du conseil communal d'Abomey-Calavi dans l'arrondissement de Togba. Devant cette opportunité, les chefs de village de la localité n'ont pas caché leur amertume en ce qui concerne leurs conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, vous allez voir que toutes les voies sont dégradées. Nous n'avons pas assez d'écoles, pas de collège à Togba qui soit public. Les centres de santé sont très rares. Nous avons au niveau des chefs de village, il n'y a pas de lieu de rencontre, de réunion, pas de bureau. Quand il y a un problème d'insécurité et que vous, en tant que chef de village, vous appelez le commissaire pour venir à votre rescousse, ils n'ont pas de moyens pour venir. Donc les patrouilles de nuit, on n'en trouve pas parce qu'ils n'ont pas de moyens pour le faire non plus. La population ne vit plus paisiblement aujourd'hui parce qu'ils sont dans la crainte. Il y a des braquets sur presque toutes les voies du fait qu'il n'y a pas assez d'électricité, qu'il n'y a pas assez de panneaux solaires pour alimenter et éclairer les zones. On n'a pas de site pour déposer par exemple les ordures. Les gens ramassent les ordures dans des maisons et ils sont obligés d'aller chercher une parcelle ou bien un bas-fond quelque part et jeter les ordures là-dessus. Et quand il y a la pluie, les eaux d'écoulement, tout ça, ça va jusqu'à rentrer en sort dans les nappes d'eau, dans les puits, et la population boit encore cette même eau, ce qui les rend malades. Pour le maire Georges Bada, le développement de sa commune demeure sa source de motivation, raison pour laquelle chaque élu local doit jouer convenablement son rôle. Nous avons dit aujourd'hui à nos élus locaux que le rôle qui leur incombe est un grand rôle.
c'est le rôle moteur au niveau de la base, parce que c'est à eux d'abord de dire à l'État central comment le développement peut se présenter à la base. À partir de ce moment, je crois que plusieurs petits développements font du pays un grand développement. La question liée au lotissement de la commune a retenu l'attention de tous les élus locaux, préoccupation à laquelle le maire donne quelques approches de solutions. C'est notre État même qui n'est pas loti. Que la commune d'Abomey-Calavi n'ait pas connu un lotissement qui aboutit ne m'étonne pas. Et ma foi, je peux dire que nous avons un arrière-goût sur le travail inachevé. Mais il faut nécessairement aujourd'hui que nous partions sur de nouvelles bases avec un plan directeur de développement, un plan directeur d'assainissement, un plan directeur de pavage de toute la commune. Mais je ne sais pas comment nous avons politisé les choses et nous en sommes arrivés là où nous sommes. L'électrification des arrondissements, l'assainissement des voies, la sécurité des biens et des personnes, la vindicte populaire sont autant de sujets débattus au cours de cette séance mensuelle du conseil municipal. Restons à la mairie d'Abomey-Calavi pour dire qu'une délégation du conseil communal conduite par le maire Georges Bada a procédé ce mercredi à une remise de dons constitués de tricycles et de vivres aux personnes vivant avec handicap au centre de formation d'Akasato. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée dans le dit centre. Mori Agua et Denis Marouya pour le compte rendu. C'est le maire de la commune d'Abomey-Calavi qui a remis au nom du conseil communal un lot de vivres et de tricycles aux personnes vivant avec handicap en formation au centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato. Pour Georges Bada, ce centre occupe une place importante dans la politique du conseil communal d'Abomey-Calavi pour l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Ils peuvent réellement compter sur le conseil communal d'Abomey-Calavi pour leur venir en aide, pour les soutenir, parce que ce centre est important dans la commune et dans notre pays, parce que qui dit handicapé ne doit pas s'attendre à ce que ce soit des gens abandonnés. Ça doit être des gens dont nous devons prendre soin et dont nous devons être amenés à intégrer dans notre société. Nous voyons déjà tout l'effort que fait le directeur, tout l'effort que fait le personnel ici présent. Ils ont notre soutien en tant que conseil communal. Le porte-parole des bénéficiaires de ce don exprime leur gratitude au conseil communal d'Abomey-Calavi et au maire en particulier. Vous êtes venus soulager une grande partie de nos peines. Seul Dieu, l'Éternel, saura vous bénir. Consi Anthony Amessi profite pour énumérer quelques-unes de leurs doléances. Nous avons besoin de votre soutien pour réfectionner le reste des paillotes pour que notre formation soit en bonne et due forme suivie. Également, dans nos sessions aussi, nous avons besoin de certains matériels pour mieux exercer ce pourquoi nous sommes venus ici. Ce centre contribue énormément à la formation des personnes vivant avec handicap à travers les métiers de l'artisanat et de l'élevage. Le directeur du centre, après avoir fait visiter les lieux au maire d'Abomey-Calavi et sa délégation, lance un appel aux personnes de bonne volonté. Je pense que l'État a bien fait de créer ce centre. Et qui parle de situation de handicap n'est pas l'affaire de l'État seul. Ça nous concerne tous. Donc, et que ce soit personne physique ou personne morale qui trouve la nécessité vraiment de nous accompagner, notre porte est grandement ouverte. Georges Bada et sa délégation sont repartis du centre de formation des personnes handicapées d'Akasato, fiers du rôle et de la place qu'il occupe dans la commune d'Abomey-Calavi. Hors de nos frontières, à présent, être un musicien au Soudan du Sud n'est pas chose facile. L'industrie n'est pas viable financièrement et les artistes doivent surveiller leurs paroles pour éviter les intimidations du gouvernement. Des pressions qui n'ont pas découragé Lual Dawal, un rappeur déterminé à faire passer son message sans se préoccuper des conséquences. Reportage.
Loual Dawal rappe depuis la proclamation d'indépendance de son pays, le Soudan du Sud. Plusieurs de ses chansons ont connu le succès, mais d'autres ont été interdites d'antenne à cause des thématiques abordées. Le conflit qui dure depuis 2 ans et demi, mais aussi la corruption. J'ai l'impression qu'au Soudan du Sud, beaucoup de personnes ont perdu leur voix. Il y a beaucoup d'injustices. J'ai l'impression que même si aujourd'hui je ne gagne rien, dans le futur mes messages resteront et les gens écouteront toujours ma musique. Récemment, un de ses concerts a été interrompu par des soldats. Les menaces ne l'ont pas intimidé, il a chanté sur scène le lendemain. Une autre fois, ce sont ses fans qui lui ont évité l'arrestation en l'aidant à s'échapper. Ils devront me tuer pour me faire taire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais rester moi-même et un pistolet n'y changera rien. Malgré le manque de ressources et les menaces incessantes, Lual continue de chanter. Le Soudan du Sud va fêter sa 5e année d'indépendance en juillet. Lual veut travailler sur son prochain album en collaboration avec des artistes et producteurs de différentes nationalités. Son objectif, apporter un peu d'unité dans un pays encore très fortement divisé. L'avocat populiste Rodrigo Duterte a prévenu ce jeudi, en accédant à la présidence des Philippines, que son mandat serait un voyage mouvementé après une campagne outrancière qu'il a vu promettre de tuer des milliers de criminels. Le maire de la grande ville méridionale de Davao, âgé de 71 ans, a formellement succédé au très policé Benio Aquino après avoir remporté une nette victoire lors de l'élection du 9 mai. Rompant avec les usages, il a prêté serment pour un mandat unique de 6 ans à l'intérieur du palais présidentiel plutôt que devant la foule comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Entre prudence, doute et crainte, les producteurs écossais se refusent de spéculer sur les effets d'une sortie de l'Union européenne et tournent leur regard vers Londres et Bruxelles, dont ils attendent maintenant beaucoup. Reportage. Un ouvrage qui ne tient pas qu'à un fil, mais à des milliers. Un travail de fourmi pour produire le tartan, célèbre motif écossais. Dans la fabrique du leader mondial, Lord Caron, il en existe quelques 1500 versions différentes. De grands couturiers comme Jean-Paul Gaultier, Vivienne Westwood viennent de se fournir chez ce fabricant. Ici, près de la moitié de la production est destinée à l'exportation. Alors évidemment, on s'inquiète d'un éventuel impact du Brexit. Le référendum sur l'Union européenne risque de peser sur notre chiffre d'affaires parce qu'il pourrait générer des charges supplémentaires. Il va y avoir une période d'instabilité sur les marchés, les fluctuations monétaires ont un impact sur l'entreprise. Avec de nouvelles barrières douanières et un effondrement de la livre face à l'euro, importer d'Europe la matière première et les machines coûterait plus cher à l'entreprise. Comme les fabricants de tartan, l'industrie du whisky voit d'un mauvais œil une sortie de l'Union européenne. Le scotch représente un quart des exportations alimentaires du Royaume-Uni, alors le secteur entend bien peser dans les négociations de sortie. Nous sommes en contact avec le gouvernement ici en Écosse et à Londres, mais nous sommes aussi actifs à Bruxelles pour comprendre mieux une situation qui est très instable. S'il y a une chose que les entreprises aiment, c'est la certitude. Et il y a beaucoup d'incertitudes actuellement et l'industrie essaie de naviguer à travers ça pour s'assurer de continuer à vendre un produit qui a du succès. L'Écosse a voté à 62% pour rester dans l'Union européenne. Un score qui a lancé le débat sur un nouveau référendum d'indépendance, mais parmi les entrepreneurs, l'initiative ne fait pas l'unanimité. Actuellement, un second référendum d'indépendance n'est pas notre priorité. La priorité pour nous et la priorité pour toutes les personnalités politiques est maintenant de s'assurer de protéger et développer un nouveau modèle de partenariat commercial avec l'Europe, avec les entreprises européennes qui marchent pour nous tous. Les entrepreneurs écossais savent en tout cas qu'ils peuvent compter sur leur première ministre pour défendre leurs intérêts. La très déterminée Nicola Sturgeon s'est invitée à Bruxelles mercredi en plein sommet européen et elle en est revenue pleine d'espoir et d'optimisme. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci pour l'attention et à demain.